merci Michael, donc, et merci à tout le monde de votre patience. Donc Michael, de l'autre côté, tu as pas mal d'étudiants donc, qui sont en ex-réanimation médicale, donc en médecine intensive réanimation, et qui sont tout au début, en fait. Donc très curieux avec plein de questions. Et donc je rappelle pour les étudiants que on pourra échanger à la fin de la présentation et que dans l'intervalle, j'essaierai de suivre le chat si vous avez des questions ou des interrogations brûlantes. Et donc, je remercie juste au passage, encore une fois, Michael Mazili, qui est PUPH, donc en neurologie. J'ai découvert tout à l'heure, quand j'ai regardé tes affiliations à Paris, je savais que tu étais à la Rivoisia, à la Fondation Rothschild. Et sur la première page, tu es marqué, tu es le premier neurologue interventionnel. En fait, tu as fait une double formation, c'est ça? Tu es à la Ah fois oui, radiologue interventionnel et neurologue. Bon, écoute, j'ai je fait. te remercie. Et mes collègues, probablement, ils ne savent pas à quel point tu es un leader dans le domaine, en fait et autour du sujet dont tu vas nous parler ce soir. Donc, merci encore et je me tais et je te passe la parole. Merci beaucoup. Voilà, et toutes mes excuses pour le retard, pour les petits problèmes techniques. Donc, on va parler de la phase aiguë de l'infarctus cérébral, des actualités, parce que c'est un domaine qui bouge beaucoup. Alors, vous avez mes liens d'intérêt. Alors, on va parler de l'infarctus cérébral. Et quand on prend en charge des patients pour un infarctus cérébral, il faut qu'on réfléchisse sur deux choses, le parenchyme et les vaisseaux, parce que ça va conditionner la prise en charge et vous allez voir ça tout de suite. Donc, sur votre gauche, là, vous avez une IRM. Et la particularité de l'IRM, la grande force de l'IRM par rapport au scanner, c'est qu'elle vous montre l'AVC. Donc, ça vous montre un signe positif de l'AVC. Vous voyez ici, il a un hypersignal, la tache blanche qui vous montre l'ischémie. Contrairement au scanner qui, lui, donne plutôt un signe négatif, c'est l'absence d'hémorragie. Donc, c'est un signe négatif d'infarctus cérébral. Et puis après, on a besoin de voir les vaisseaux. Si les vaisseaux sont perméables, ou en tout cas les gros vaisseaux, le traitement de référence, depuis 1995, vous voyez que ça n'a pas énormément bougé, c'est la thrombolysie avec l'altéplase. Donc, ce qu'on sait, vous savez que le temps, c'est du cerveau. On sait que plus le temps passe et plus la probabilité de récupérer, si vous avez une courbe, une droite qui vous montre la probabilité de récupérer sur le plan du handicap, plus le temps passe et moins on récupère. Alors, on a 4h30 pour administrer le produit, mais les patients, plus vous l'administrez tardivement, moins ils vont récupérer. Donc, ça veut dire que même si on a 4h30 pour faire la perfusion d'actylyse, plus tôt vous l'administrez, plus tôt vous êtes rapide et plus les patients vont récupérer. Alors, la thrombolyse, c'est efficace, mais vous voyez que ce n'est pas terrible en fait parce qu'on ne gagne que 15% en termes d'autonomie fonctionnelle à 3 mois. Le gold standard en termes de critères de jugement en neurologie, c'est le handicap, ce n'est pas la mortalité. Et vous voyez que ce n'est pas terrible quand même. Pourquoi ce n'est pas terrible? Notamment à cause du risque hémorragique de la thrombolyse IV. Et en fait, la thrombolyse IV est associée à une surmortalité la première semaine à cause de ce risque hémorragique. Et c'est probablement pour ça qu'on a un effet sur le handicap uniquement et pas sur la mortalité. Alors ça, c'est les données qu'on avait encore jusqu'à récemment. Et maintenant, on sait qu'on peut aller au-delà de 4h30. On peut même aller jusqu'à 9h grâce à l'imagerie cérébrale. Et en fait, vous voyez, 4h30, c'est un peu une fenêtre pour tout le monde. Mais avec l'imagerie cérébrale, on peut faire de la médecine de précision individualisée avec notamment ce qu'on appelle cette imagerie de perfusion. Vous avez ici en violet le cœur de l'ischémie, c'est-à-dire la lésion qui est irréversible. Et vous avez en vert toute l'hypoperfusion, c'est-à-dire que c'est toute l'ischémie qui est réversible. Par contre, si vous ne traitez pas le patient, alors là, ça va être la lésion finale. Et avec ce type d'imagerie, donc les patients qui ont ce profil-là, ils ont ce qu'on appelle un mismatch, c'est-à-dire un petit cœur de l'infarctus et puis une large pénombre en vert. Là, on a encore du cerveau à sauver et là, on peut thromboliser les patients. Et alors, en fait, c'est du post-traitement, c'est-à-dire que ce type de carte, vous pouvez l'avoir en l'espace de 5 minutes. C'est en fait, c'est presse-bouton et on peut avoir ça sur toutes les consoles d'imagerie, en IRM ou en scanner. Et donc, quand on applique cette imagerie-là, au-delà des 4h30, il y a des études qui montrent qu'on peut augmenter l'évolution favorable, c'est-à-dire l'autonomie fonctionnelle. Alors, dans cette étude-là, vous voyez que ce n'est pas terrible, hein. C'est juste 6% de gain d'autonomie fonctionnelle en plus, mais c'est toujours ça de prix. Donc, quand on poule en fait plusieurs études qui ont été faites, elles vont toutes dans le même sens. Donc maintenant, les nouvelles recommandations disent qu'on
peut aller au-delà des 4h30 jusqu'à 9h, mais rappelez-vous, il faut cette imagerie de perfusion. Alors, l'autre situation, c'est l'AVC du réveil. L'AVC du réveil, par définition, les patients se réveillent avec et on ne sait pas depuis quand ils sont déficitaires. Donc, on n'a pas d'horaire et jusqu'à récemment, en tout cas, c'était une contre-indication. Le problème, c'est que l'AVC du réveil, c'est 25% des AVC, donc c'est une situation assez fréquente. Et là, l'IRM, encore elle peut nous aider. Vous avez deux séquences un peu clés. Ici, DWI, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Et vous voyez la lésion, là, on voit bien l'hypersignal en blanc. Et on a une autre lésion qui s'appelle une autre séquence qui s'appelle le flair, où là, le cerveau est normal. Et en fait, le flair, ça vous montre la lésion qui est constituée de façon irréversible. Donc, quand vous avez ces deux séquences, la diffusion et le flair, donc si vous voyez la lésion en diffusion et si vous ne la voyez pas en flair, ça veut dire qu'il y a encore du cerveau qui peut être sauvé. Et donc, on a deux exemples caricaturaux. Vous avez ici une lésion sylvienne dans le territoire sylvien gauche, qu'on voit en diffusion et qu'on ne voit pas en flair. Donc là, on a un mismatch diffusion-flair. Là, on peut thromboliser les gens. Alors que dans cette situation-là, un peu plus à droite, la lésion qu'on voit en diffusion, on la voit également en flair. Donc là, on a affaire à une ischémie qui est dite irréversible et là, on ne peut pas traiter les gens. Donc le message, c'est que cette étude-là, elle montrait qu'on pouvait avoir de l'évolution favorable en plus. Donc, vous voyez, là encore, ce n'est pas des chiffres magiques, c'est plus de 11%. Mais le grand message qu'il faut retenir, c'est que l'AVC du réveil, quand on n'a pas l'horaire de début des symptômes, ce n'est pas une contre-indication à une thrombolyse ou un traitement de reperfusion, c'est surtout une indication à faire une imagerie, notamment une IRM, pour voir s'il y a encore du cerveau qui peut être sauvé. Donc, au-delà de 4h30, si on a ce fameux mismatch, c'est-à-dire on voit une lésion en diffusion, on ne la voit pas en flair, on peut traiter les patients. Par contre, si vous n'avez pas une bonne imagerie qui permet de faire cette différence-là, autrement dit, si vous n'avez qu'un scanner, vous n'avez pas le droit de thromboliser les patients. Alors, autre situation, donc on a toujours dans notre parenchyme cérébral l'ischémie, qu'on voit ici sur cette séquence de diffusion en IRM. Mais là, par rapport à tout à l'heure, on a une occlusion d'un gros vaisseau. Donc là, vous avez un schéma qui vous montre une carotide, une cérébrale antérieure, et on a une sylvienne qui est bouchée. Donc dans ce genre de situation, quand on a une lésion ischémique dans le parenchyme plus une occlusion d'une artère cérébrale de gros calibre, à ce moment-là, le traitement de référence, c'est la thrombolyse qu'on vient juste de voir, c'est une perfusion sur 1 heure, associée à une thrombectomie, c'est un traitement endovasculaire, donc on va aller par l'intérieur des vaisseaux pour aller capturer le caillot. Vous voyez qu'en fait, on déploie un stent, sauf que la grande différence avec la cardio, c'est que le stent, il va juste être déployé, il va être retiré, il ne va pas être implanté. Pourquoi? Parce que les caillots ou les occlusions dans les artères cérébrales, en fait, ce n'est pas lié à de l'athérome, c'est la plupart du temps un embole qui est parti du cœur ou d'ailleurs. Alors, la thrombolyse, on a vu que c'était 4h30 dans la majorité des cas. On peut aller au-delà quand on a de l'imagerie un peu sophistiquée. Et puis, pour la thrombectomie, c'est 6 heures. Alors, quand on fait la thrombectomie en plus de la thrombolyse IV, c'est un traitement qui marche. Vous voyez qu'en fait, quand on fait que de la thrombolise IV, c'est 30% d'évolution favorable en termes de handicap. Et quand on associe la thrombectomie, on fait mieux. On arrive à 47%, mais ce n'est pas terrible encore. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré ce traitement, qui est un traitement efficace, on arrive à déboucher les artères 9 fois sur 10, donc ce qui est pas mal quand même, plus de 50% des patients ils vont rester dépendants à 3 mois. Alors, le traitement de la thrombectomie, il a surtout été démontré pour les artères carotides et cérébrales moyennes. Pour les occlusions du tronc basilaire, on va en parler tout de suite parce que la situation elle est un petit peu différente. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le plus haut niveau de preuve qui a démontré le gros bénéfice de la thrombectomie, c'est pour les occlusions de la carotide et de la sylvienne. Parce que pour les occlusions du tronc basilaire, qui est une situation très grave, c'est 50 voire 70% de mortalité à 3 mois. Dans cette situation-là, on a un niveau de preuve qui est moindre. Alors, on a des recos européennes, internationales, basées sur l'opinion d'experts qui nous disent que il faut faire thrombolyse IV et thrombectomie. Mais quand on regarde les essais de la littérature, en fait, jusqu'à présent, on avait 2 études, une étude chinoise, l'étude BEST, et une étude européenne, qui est l'étude BASIX, qui n'ont pas montré le bénéfice de la thrombectomie. Donc, on voit bien que pour le tronc basilaire, la thrombectomie, ce n'est pas comme pour la carotide ou la cérébrale moyenne. Et là, pour l'instant, on vient d'avoir 2 études dont on n'a pas encore les papiers, et on vient d'avoir le Congrès européen la semaine dernière, les 2 études chinoises qui montrent que
jusqu'à 24 heures. Dans certaines situations, pour certains patients sélectionnés, on peut avoir un bénéfice de la thrombectomie. Donc, c'est juste pour vous dire, gardez en tête que la thrombectomie, ça marche très bien pour les carotides et les sylviennes. Pour le thrombus basilaire, c'est moins évident et c'est plus discuté. Alors, en réa, souvent, les patients que vous allez avoir, c'est les patients qui ont des gros AVC, des gros volumes. Et qui dit gros volume, souvent, on va aller jusqu'à la craniectomie. Et vous avez ici une image de craniectomie où on va faire de la place pour que le cerveau gonfle et qu'on puisse passer ce cap de l'œdème cérébral malin qui conduit à une mortalité très élevée. Alors, pendant très longtemps, les gros volumes, ça a été une contre-indication à la thrombolyse parce que qui dit gros AVC dit gros risque d'hémorragie et de complications de transformation hémorragique. Avec la thrombectomie, la situation elle est différente et on a des recours qui nous disent qu'on peut, dans certaines situations, aller proposer une thrombectomie. Et ce que je voulais vous montrer ici, alors de prime abord, ces graphiques, ils ont l'air un peu indigestes, mais je vais essayer de vous les détailler. Vous avez des graphiques un peu 3D où vous avez un score de handicap, qui s'appelle ici MRS 02, donc ça, c'est l'évolution favorable sur le plan du handicap moteur. Vous avez l'âge et vous avez le délai pour obtenir une reperfusion. Et on a trois grandes situations, des petits AVC, des AVC moyens et des gros AVC. Et ce que vous voyez, c'est que pour les petits AVC, les petits volumes d'AVC, finalement, on peut avoir 80% d'évolution favorable. Ce n'est pas les moins de 50% que je vous montrais tout à l'heure. Et ça, on voit ça pour les patients jeunes qui sont traités rapidement ou pas. Vous voyez qu'on a l'impression que pour les petits volumes, il n'y a quasiment pas d'effet du temps. Et si on se met dans une situation plus extrême, les très gros volumes, pour les patients les plus jeunes de 40-50 ans, on peut encore avoir des évolutions très favorables, mais là, vous voyez qu'il faut les traiter très précocement. Contrairement aux patients les plus âgés, 80-90 ans, où alors là, quand le volume il est très gros, c'est trop tard, on va avoir un très mauvais résultat. Donc ça, c'est des données qui suggèrent que quand on a affaire à un très gros volume, pendant des années, c'était une contre-indication au traitement, on peut leur rendre service, mais il faut les traiter vite, et c'est surtout les patients les plus jeunes. Alors, la fenêtre thérapeutique, on l'a vu tout à l'heure avec la thrombolyse IV seule, dans certaines situations, on peut aller traiter les gens même au-delà de 6 heures. Pour la thrombectomie, il y a une étude, même deux, mais je ne vous en parler que d'une, qui a évalué la thrombectomie jusqu'à 24 heures, plus précisément entre 6 et 24 heures, avec des critères de sélection particuliers sur l'imagerie. Vous voyez ici le cœur de l'infarctus, c'était des cœurs d'AVC qui étaient assez petits. Et les patients étaient randomisés soit le traitement médical, soit la thrombectomie. Et avec cette sélection en imagerie, on voit que les patients qui ont été traités dans le bras de thrombectomie, ils avaient quasiment 50% d'évolution favorable versus 13%, avec un nombre de patients traités de 2, donc un effet très fort. Un effet sur le handicap, mais pas sur la mortalité. Et quand on poule une autre étude, on a, vous voyez, un odds ratio à 5 pour une évolution favorable. Donc, depuis ces deux études-là, les recos, elles ont évolué. Et maintenant, jusqu'à 24 heures, les patients peuvent être éligibles à un traitement par thrombectomie, par capture du caillot par l'intérieur des vaisseaux, s'ils répondent à des critères d'imagerie que je vous ai montré tout à l'heure avec le cœur de l'infarctus qu'on voyait tout à l'heure et la grosse pénombre. Et donc, le gros changement, c'est qu'au-delà de 6 heures et jusqu'à 24 heures, maintenant, il faut faire pas n'importe quelle imagerie. Vous voyez, c'est soit de l'IRM, soit une imagerie de perfusion pour, encore une fois, aller voir le cœur de l'infarctus qui est déjà constitué, et surtout cette pénombre qui est à risque d'ischémie irréversible si on n'arrive pas à déboucher les artères dans les délais. Et donc, en fait, avec cette imagerie-là, ou ces nouvelles types d'imagerie de perfusion, on a grosso modo deux profils de patients. On a ce qu'on appelle les progresseurs rapides, c'est-à-dire des patients qui vont faire des gros AVC très rapidement. Et là, quoi qu'on fasse, malheureusement, on ne va pas pouvoir les aider. Et à l'inverse, on a des patients qu'on dit progresseurs lents, c'est-à-dire que l'AVC va évoluer tout doucement et on va pouvoir traiter ces patients-là jusqu'à 24 heures et à l'avenir probablement au-delà. Alors, la question qu'on se pose souvent, c'est jusqu'à quel âge on peut traiter les patients? Et en fait, les données que l'on a, c'est que les patients les plus âgés, ils bénéficient tout autant
de la thrombectomie que les autres patients. Donc, uniquement sur le critère de l'âge, on n'a pas le droit de récuser un patient. Après, ça dépend des autres comorbidités. Mais retenez que l'âge seul, ça ne suffit pas pour récuser les patients de la thrombectomie. Et même pour les fenêtres thérapeutiques très étendues, c'est-à-dire jusqu'à 24 heures, avec des patients qui sont sélectionnés par les modalités d'imagerie qu'on vient de voir, vous voyez que le ratio est encore très élevé. Donc, même les patients les plus âgés peuvent être traités tardivement jusqu'à 24 heures. Alors, il y a eu un gros débat sur les modalités d'anesthésie quand on fait les gestes de thrombectomie, parce que quand la thrombectomie, encore une fois, la capture du caillot par voie endovasculaire a été démontrée bénéfique pour les patients, on s'est amusé, on a regardé les modalités d'anesthésie. Et en fait, les patients qui étaient traités sous anesthésie générale pendant la procédure de thrombectomie, ils mouraient plus et ils récupéraient moins bien. Et alors forcément, on s'est demandé s'il n'y avait pas un gros biais, est-ce que ce n'était pas la chute de la pression artérielle lors de l'induction, ou est-ce que tout simplement, ce n'était pas les patients les plus graves qu'on traitait sous anesthésie générale. Et donc, il y a eu plusieurs essais qui ont évalué deux modalités d'anesthésie, l'anesthésie générale versus la sédation consciente. Et donc, quand on randomise les mêmes patients selon ces deux modalités d'anesthésie, on voit qu'il n'y a pas de différence sur des critères de jugement d'évaluation neurologique à 24 heures, le handicap à 3 mois. Et je vous montre juste cette dernière étude où, en fait, les patients qui étaient traités sous anesthésie générale, ils avaient même, à la fin, à 3 mois, des volumes d'AVC qui étaient plus petits et une évolution favorable qui était meilleure en cas d'anesthésie générale. Donc, on est passé d'une situation où l'anesthésie générale était délétère à un niveau de preuve meilleur sur des études randomisées qui suggèrent plutôt maintenant l'inverse. Vous avez ici, sur cette méta-analyse, les études qui ont randomisé les patients selon la modalité de sédation. Et là, on voit que c'est plutôt en faveur de l'anesthésie générale, alors que les registres auparavant étaient plutôt en faveur de la sédation consciente. Donc, pour l'instant, les recommandations ne se mouillent pas. C'est anesthésie générale ou sédation consciente en fonction de la situation et du patient. Mais retenez qu'en fait, l'anesthésie générale, elle n'est pas délétère, bien au contraire, elle est peut-être même probablement plus bénéfique que la sédation consciente. Autre paramètre important, c'est la pression artérielle. Alors, la pression artérielle à la phase aiguë de l'AVC, c'est quelque chose de complexe parce qu'elle a une relation avec le pronostic avec deux liens différents. On a d'abord une relation qui est linéaire avec le risque hémorragique et on voit que plus la pression artérielle systolique augmente, plus le risque de saignement augmente. Donc ça, ici, sur le côté gauche de la dia, c'est pour les patients qui sont thrombolisés par voie veineuse. Et sur le côté droit de la dia, c'est les patients thrombectomisés. Mais ce que vous voyez, c'est que finalement, on a le même type de relation. Donc encore une fois, une relation linéaire. Plus la pression artérielle systolique augmente, plus ça saigne. Et puis pour la mortalité, là, c'est différent. On a une courbe en U, comme pour la maladie coronaire. C'est-à-dire que plus la pression est basse, plus les patients meurent, et plus la pression artérielle systolique est élevée, plus les patients meurent. Et en fait, les patients qui ont le meilleur pronostic, ce sont ceux qui ont une pression artérielle systolique entre 140 et 160 mm de mercure. Et en fait, ce qui est gênant dans ces données-là, c'est qu'on ne raisonne pas trop en fonction du statut artériel, alors qu'intuitivement, donc là, on vient de voir qu'il y a une forte relation entre la pression artérielle systolique et le handicap, notamment pour le risque hémorragique et la mortalité. Mais avant la reperfusion et pendant la thrombectomie, on sait que l'hypotension artérielle, et ça fait sens, si on a une hypotension artérielle, on a une baisse de pression de perfusion cérébrale et les patients vont moins bien. Mais la variabilité, on va le revoir tout de suite, a également un rôle ou est associé au pronostic. Et après la thrombectomie, une fois que l'artère elle est réouverte, pendant très longtemps, on s'est dit il y a des hémorragies dites de reperfusion. Donc, ce sont les valeurs élevées de pression artérielle qui font saigner. On va voir que ce n'est pas si simple que ça. Et alors, pendant la thrombectomie, ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est la chute de la pression artérielle ici moyenne, avec une PAM à moins de 70 qui est associée à plus de 50% du handicap, mais c'est aussi le temps passé en dessous d'un certain seuil de PAM. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des données qui nous montrent que c'est non seulement la chute de la PAM, mais c'est aussi l'élévation de la PAM. Et vous voyez ici que plus de 10 minutes à plus de 10% de la PAM, c'est associé à plus de 11% de handicap. Et donc finalement,
ces données suggèrent qu'il faut peut-être aller vers une individualisation de la prise en charge en se basant sur la PAM initiale et que la PAM augmentée, ben, elle est aussi délétère que la PAM diminuée chez un même patient. Donc ça, c'est des choses qui restent à démontrer, c'est à savoir, est-ce que le fait de maintenir une PAM comme la PAM à l'admission, avec une variation inférieure à 10%, ça permet d'améliorer le pronostic, ça on ne sait pas encore. Alors, les données ou les recos, la littérature sur le contrôle tensionnel, je ne vous cache pas qu'on est un peu déçu parce que c'est indépendant du statut artériel, débouché, pas débouché. On nous dit c'est moins 185-110 pendant ou avant la reperfusion et après la reperfusion, c'est 180-105. Alors, pourquoi c'est ça? C'est parce qu'en fait, on manque de données dans la littérature. Et en effet, je vous donne un exemple d'une étude française où, pour les patients qui étaient reperfusés par thrombectomie, là où on craint l'hémorragie de reperfusion, on évalue une cible tensionnelle à moins de 130, c'est-à-dire un contrôle intensif de la pression artérielle systolique après la reperfusion en se disant on va éviter les hémorragies de reperfusion. Quand on contrôle intensivement la pression artérielle systolique après reperfusion, on n'a aucun impact sur le risque hémorragique. Et donc, en fait, on a l'impression que la pression artérielle, c'est un peu comme la glycémie à la phase aiguë de l'AVC. Vous contrôlez strictement, vous n'améliorez pas le pronostic et on a l'impression que c'est plus un marqueur de gravité qu'autre chose. Voilà, et je vais terminer là-dessus pour laisser plutôt place après à la discussion. En résumé, à la phase aiguë de l'infarctus cérébral, en termes de ce qui est recommandé pour les thérapeutiques, c'est une imagerie multimodale, c'est cette fameuse imagerie de perfusion qui va vous permettre d'identifier la zone du cerveau qui peut être sauvée, cette fameuse pénombre, quand on est dans la fenêtre thérapeutique entre 6 et 24 heures. La thrombolyse, ça reste le traitement de référence en association à la thrombectomie. Et vous voyez qu'il n'y a pas de limite d'âge. Ce qui est suggéré, parce qu'on manque de niveau de preuve et c'est des opinions d'experts, c'est de traiter les gros volumes avec des scores cliniques très élevés, comme le score NHSS en termes de gravité. Et l'occlusion de l'artère basilaire, pour l'instant, on attend la publication d'études qui ont montré un bénéfice, mais jusqu'à présent, les études publiées n'ont pas montré de supériorité de stratégie de reperfusion comme la thrombectomie. Et ce qui n'est pas recommandé, c'est la modalité d'anesthésie, et notamment l'anesthésie générale versus la sédation consciente. Voilà, j'en ai terminé et puis je suis à votre disposition pour discuter ou pour répondre à des questions. Merci beaucoup pour cette superbe topo. Donc, je regarde s'il y a des questions. Donc, vous pouvez aussi lever la main éventuellement. Donc, en attendant, moi, j'ai une question, Michael. C'est quand je vois, en fait, à quel point vous avez réussi à faire de la médecine personnalisée, en fait, autour de l'image multimodale, en fait. Hein, je suis toujours dans la frustration par rapport à ce que nous faisons, en fait, dans notre domaine de la neuroréanimation. Hein, si je prends les éléments qui sont les principales causes des comas pour nous, qui vont être essentiellement le… Ah, vous m'entendez toujours? Oui, ça a coupé à un moment donné. Vous m'entendez? Alors, moi, je t'entends en tout cas. Oui, super. Donc, ce que je disais, c'est que d'un côté, je vois la mise en pratique de médecine personnalisée à partir de l'image dans laquelle vous appliquez les concepts des pénombres ischémiques, des ischémies constituées, en fait, avec des modèles qui sont relativement calibrés. Vous avez un territoire vasculaire. Nous avons des patients qui sont forcément plus hétérogènes dans la lésion, je me dis, en particulier pour la traumatologie et pour l'anoxie cérébrale aussi, en fait. Hein, c'est pour l'arrêt cardiaque, en fait. C'est des choses qui sont forcément plus variable et plus difficile à cerner dans l'hétérogénéité, dans la topographie des lésions et dans le temps, en fait, dans la chronologie, en fait. Donc, quel serait un peu ton retour autour de ça, de se dire quelles seraient les pistes pour nous, en fait, des développements potentiels? Est-ce que c'est des développements d'une accessibilité majeure, en fait, parce que c'est ce qui s'est passé avec la neurologie aussi, hein, autour de toutes ces études, la création de vos unités stroke. Ah, est-ce que nous devrons, nous aussi, aller dans cette optique-là, ou est-ce que c'est comment faire pour avoir des patients mieux phénotypés, en fait, dans nos domaines? Est-ce que ça t'inspire? Comment… Oui, je pense que là,
on a un vrai sujet sur l'évaluation des patients et notamment l'évaluation du parenchyme cérébral. Juste pour donner un exemple, la problématique de l'examen clinique, par exemple, un patient qui fait un déficit avec une hémiplégie, tant qu'on n'a pas l'imagerie, on ne peut pas faire la différence entre une ischémie et une hémorragie. Pendant très longtemps, on a dit le patient qui est céphalalgique ou le patient qui a des troubles de la vigilance, c'est plutôt une hémorragie. Et régulièrement, on se fait avoir. Donc, c'est juste pour dire que malheureusement, l'imagerie, c'est un temps clé pour non seulement faire un diagnostic, voilà, en l'occurrence ischémie versus hémorragie, mais pour faire un état des lieux. Et c'est toute la problématique, notamment des patients de réa qui sont régulièrement difficiles à transporter. Mais le passage par la case imagerie est incontournable. Alors, pour l'avenir, en tout cas, ce qui se développe, c'est les IRM mobiles ou les scans mobiles, et que bientôt ça existe déjà, hein, c'est plus après une question d'acquisition de matériel. On va pouvoir avoir des outils qui vont venir au malade, et ce ne sera plus le malade d'aller à l'imagerie dans le service de radiologie. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, se battre pour avoir une imagerie, ça a vraiment des conséquences sur le plan thérapeutique, ne serait-ce que sur le plan étiologique et puis sur les décisions et la sanction thérapeutique. Merci. Tu discuteras avec Jean-Marc Oliveau. On a déposé un projet cette année justement autour des livres portables et avec de la super résolution dans les images, avec l'aérospatiale en fait, c'est-à-dire de comment rendre tout ça au lit du patient. Mais je suis convaincu, mais j'ai du mal à t'expliquer à quel point, effectivement, je trouve qu'on manque des données en fait, dans mon domaine et dans lesquelles, quand je vois ta frustration à dire nous avons du mal à cibler à quel moment et quelle bonne pression pour chaque patient, mais en fait, nous vivons dans un monde des recommandations, en fait, pour lesquelles un patient qui a un cerveau qui est à la fois ischémié, un peu contus, un peu très hétérogène, on va à tout le monde lui donner la même PAM, en fait. Hein. Et on va attendre, on espère qu'avec ça, ça va aller, en fait. Donc, c'est sûrement, il y a une casse énormissime pour la personnalisation. Donc, ça, c'est, voilà, je soumets ça à la réflexion de nos étudiants aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et honnêtement, dans ton domaine, vous êtes un super exemple, en fait. Donc, je ne sais pas si, donc, j'essaie de voir dans le chat, il y a du bonsoir, il y a du merci, mais je n'ai pas plus de questions particulières. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions brûlantes, donc, Michael, je ne vais pas vous retenir à 8 heures du soir. Hein, je te remercie encore un moment. Je passerai le bonjour de ta part à l'équipe de Toulouse. Merci beaucoup. Oui. Interventionnel et neurologue. Et encore une fois, merci et je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Hein. Merci, bonne soirée. Merci.